Bonjour. Pour resituer le contexte de ce mémoire, la législation et la recherche sur l'exposition sonore ciblent aujourd'hui les normaux-entendants. Il y a peu d'outils et pas de cadre spécifique pour les malentendants. Et par prudence, certaines entreprises refusent aujourd'hui l'accès à des postes moyennement bruyants à des travailleurs par peur d'une exposition amplifiée. Ce mémoire est une première étape et consiste à définir et valider un protocole de mesure de l'exposition au bruit. Les trois critères de jugement standard sont la répétabilité, la reproductibilité et la faisabilité. Il y avait également un objectif secondaire d'évaluer une première piste de bonne pratique, à savoir l'impact de l'occlusion pour l'appareillage des travailleurs malentendants. Le protocole repose sur trois étapes réalisées en cabine. La première étape consiste à calibrer le signal qui aura été enregistré au préalable sur site et qu'il faut transformer pour que la réverbération dans la cabine ne le dénature pas. L'audioprothésiste réalise ensuite les mesures in vivo en utilisant comme signal d'entrée le signal calibré. Puis il doit calculer le niveau d'exposition sonore équivalent en ramenant les mesures qui ont été faites en fond de conduit à des mesures équivalentes en entrée de conduit, car ce sont celles définies dans la législation. Pour cela, on doit soustraire la fonction de transfert de l'oreille au niveau de pression mesuré en fond de conduit, ce qui équivaut dans le vocabulaire des mesures in vivo à REAR moins REUG. Puis on prend en compte la durée d'exposition pour ramener à un niveau équivalent à 8 heures d'exposition. Au niveau des résultats, la calibration est bonne. Les signaux calibrés sont suffisamment proches des signaux d'origine. Les mesures in vivo, quand on les compare avec les mesures du mannequin, sont-elles divergentes quand l'occlusion est importante? En effet, l'utilisation d'un conduit artificiel, court, droit et rectiligne, met en évidence les écueils possibles de la mesure in vivo. Pincement du tube sonde, placement trop près du tympan ou des écouteurs, et bruit de fond du microphone non négligeable. Les premiers calculs d'exposition sonore pour comparer l'impact de l'occlusion ne montrent pas de différence significative ici, car la taille de l'échantillon n'était pas suffisante. En conclusion, le protocole a été invalidé en l'état, car malgré une répétabilité acceptable, la faisabilité ne l'est pas. La durée de la calibration, à peu près 1h30, 2 heures, et la complexité pour la planifier est très forte. En effet, la calibration doit être réalisée proche dans le temps des mesures in vivo pour que les variations de température de la pièce et des haut-parleurs ne dénaturent pas le signal. La reproductibilité ainsi que l'impact de l'occlusion n'ont pas pu être mesurés du fait des conditions sanitaires qui ont rendu compliqué l'accès au laboratoire. J'espère que ce mémoire alimentera les discussions sur ce sujet. Comment l'adapter pour que ce protocole justement devienne valide, l'organisation, le processus et le référentiel à mettre en place pour évaluer le risque, et enfin les évolutions à prévoir pour la protection et la prévention des travailleurs malentendants. Je vous remercie de votre attention.